Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Oui, désolé pour la qualité sonore de ma dernière vidéo en vidéo embarquée, puisque malheureusement je n'avais pas ce petit micro-cravate pour permettre d'avoir un son de meilleure qualité. C'est une expérience, parfois de temps en temps je ferai des vidéos peut-être ailleurs que dans ce décor habituel. Retour un petit peu rapidement sur l'évolution de l'actualité. On va commencer par l'Ukraine. L'Ukraine qui commence à devenir un foyer de discorde idéologique. Nous avons eu la Lituanie qui vient de se faire taper sur les doigts par l'Union européenne parce qu'elle a confondu exportation et transit. Et donc, forcément, quand vous avez des trains qui viennent de Russie pour aller vers l'enclave de Kaliningrad, ça a posé un certain nombre de problèmes. Actuellement, la Lituanie, on est en train, par le biais de l'Union européenne, de lui rappeler la différence entre les deux termes. Nous avons toujours l'Ukraine avec Zelensky devant les parlements des pays membres européens, devant les congrès, devant les assemblées nationales, devant les sénats. Zelensky au festival de Cannes, Zelensky au festival des trébuchons de tubulure à roulettes, et aussi nous avons eu Zelensky lors de la réunion des chefs d'État du continent africain. Ils étaient tous invités donc à écouter le héros ukrainien. Sur les 55 chefs d'État, seuls 4 se sont déplacés. Tout simplement parce que les chefs d'État africains, beaucoup d'entre eux ont des intérêts aussi bien avec les Occidentaux que avec la Russie ou des alliés partenaires de la Russie, dont la Chine. Donc les continents africains, voilà, ils sont un petit peu dans une sorte de neutralité, et tant qu'on ne les obligera pas à accepter l'idéologie dominante occidentale contre la Russie, force est de constater que là, ça n'a pas fonctionné. Nous avons évidemment toutes les semaines, maintenant on peut le dire, une aide de matériel militaire, une aide financière. Sauf que il y a quelque temps, Washington s'est inquiété de quelque chose que nous savions déjà depuis très longtemps et dont je vous ai parlé dans cette chaîne, que il y avait du matériel qui disparaissait. Il y avait du matériel qui partait entre les mains d'on ne sait qui, pour on ne sait quoi, pour devenir quoi, pour être vendu à qui. Bon, on le sait depuis longtemps, mais évidemment pour l'opinion. Et enfin, on a cette attaque du centre commercial de Kremenchuk. Kremenchuk, qui est une des villes stratégiques désormais de la progression de l'armée russe. Sauf que le problème, c'est qu'il y a quelque chose de pas clair dans ce centre commercial. Alors évidemment, on a entendu, on a vu, on a lu qu'il s'agissait d'une attaque russe. Très rapidement, Zelensky a dit oui, il y a quelques milliers de personnes dans le centre commercial, il y a beaucoup de morts, etc. Alors qu'en réalité, ce centre commercial, il y a quelque chose qui est un petit peu bizarre. En effet, ce centre commercial appartient à une société qui a été liquidée juridiquement en 2019. Alors certes, un certain nombre de magasins ont été rachetés par une autre société. Alors à savoir, est-ce que cette société a réouvert le centre commercial, mais toujours avec la même enseigne? Ce que logiquement n'est pas censé faire. Enfin bref. Donc en effet, oui, le centre commercial apparemment était bien ouvert, ou était fermé mais a été réouvert. Réouvert par qui? En réalité, on n'en sait rien. Et a reçu un missile russe. Sauf que, évidemment, dans l'émotionnel que cela suscite, quel intérêt auraient les Russes de tirer sur un centre commercial? En matière d'image, en matière de réputation, c'est pas franchement stratégiquement la solution ou le bon plan à faire. Est-ce que un missile russe a dévié de sa trajectoire et accidentellement est tombé là où il n'aurait pas dû tomber? Oui, certainement. Mais évidemment, ce qui est assez intéressant, c'est que cet incident, cette attaque, on va utiliser le terme attaque,
arrive pendant le G7. Coïncidence, pure coïncidence. Le fait est, c'est que cette guerre en Ukraine, chaque belligérant aujourd'hui sont en train de tout simplement tirer la couverture, de dominer, de vampiriser, d'imposer à l'opinion leurs versions officielles. Alors qu'en réalité, eh bien, force est de constater que cette guerre en Ukraine, elle s'enlise. Elle s'enlise et l'armée russe continue à progresser. Et même si l'Occident aide sous différentes formes, sous forme d'argent, sous forme de matériel militaire, sous forme d'hommes, puisque je rappelle, il y a un contingent de militaires internationaux qui sont en Ukraine, dont certains d'ailleurs ont été capturés. Il y a des Américains, des Anglais, des Canadiens, il y a même des Français, un Français je crois qui a été tué. On a même eu une interview faite par, je ne sais plus, TF1 je crois, d'un Français, d'un combattant français pour la liberté. Sauf qu'en réalité, c'est une façon très politiquement correcte de dire un mercenaire. Sauf que le problème, c'est que ce mercenaire, apparemment, serait un petit peu facho sur les bords. Quel dommage. Donc bref, cette guerre en Ukraine continue, mais ce qui est bien, c'est qu'elle sert au moins les médias à couvrir un autre événement qui, lui, par contre, vous touche en particulier. Cet événement, évidemment, c'est la crise. Oui, je sais, le mot crise est interdit. Le mot crise ne doit pas être utilisé parce qu'il a une connotation négative. C'est mieux de parler d'inflation. Il n'empêche que quand les prix augmentent, quand le coût de la vie commence à augmenter, quand ceux qui étaient déjà borderline, qui étaient déjà difficilement la tête hors de l'eau, eh bien, sont en train de s'enfoncer, eh bien, ça commence à poser des problèmes. Et des problèmes qu'il faut essayer de continuer à planquer sous le tapis. Sauf que le problème, c'est que de plus en plus de Français, comme de plus en plus de gens à travers le monde, commencent à voir la concrétisation de la situation économique mondiale, c'est-à-dire la fin d'un cycle. Sauf qu'évidemment, ceux qui ont le bénéfice de ce cycle ne veulent rien lâcher. Et qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, et comme je vous le dis encore, le seul moyen pour eux de préserver leur système, c'est de faire disparaître ce qui pour eux sont des freins, sont des obstacles, sont des contraintes. Ces contraintes, c'est la loi, c'est les normes, c'est les règles, c'est la protection du consommateur, la protection de l'individu, c'est les systèmes sociaux, c'est les systèmes qui permettent, par l'argent public, de préserver, conserver, protéger l'individu contre les agressions d'ordre cupide, agressive, brutale, contre la malversation, contre l'abus, contre la cupidité, contre la fraude. Bien tout ça, faut modifier, il faut changer, il faut restructurer. On l'a vu avec Davos. Les propos s'affinent, les intentions se précisent. Force est de constater que on crée des faux sujets, des faux débats. L'avortement aux États-Unis est un faux débat. Alors évidemment, certains vont me dire comment vous pouvez minimiser un droit aux femmes d'avorter. Je dis, je ne minimise pas. Je dis simplement, c'est que posez-vous la question. Comment se fait-il que des juges d'une Cour suprême, tant soit peu, on ne va pas dire que ce sont des gens idiots, se sont lancés à vouloir abroger cette loi, si ce n'est derrière un intérêt qui n'est pas uniquement qu'idéologique, soyons clairs. D'autant plus que ces juges, qui pour la majeure partie d'entre eux sont de connotation, de réputation, d'influence républicaine, savent qu'en faisant ça, eh bien dans ce cas-là, il faut perdre des chances aux républicains de reconquérir au moins une des chambres du Parlement, au fameux mi-terme de novembre. Donc, s'il y a un illogisme, s'il y a un manque de cohérence par rapport à une décision, il faut se poser la question, à qui profite réellement
le crime. Et si dans la probabilité qu'en effet ce sont des juges qui sont complètement à côté de la plaque, ben dans ce cas-là, ça voudrait bien rajouter que nous commençons à voir des gens placés, apparaître, nommés à des postes à haute responsabilité, mais qui sont en réalité totalement incompétents. Déliquescence, destruction de l'État-nation. On y est. Mais là, vous allez me dire, oui, mais c'est les États-Unis quand même, les États-Unis. Je dis, mais oui, même les États-Unis. Souvenez-vous ce que je vous avais dit. Les États-Unis sont un outil. Les États-Unis sont un appareil pour les mondialistes. Sauf que le jour où les mondialistes trouveront d'autres outils plus efficaces, plus radicaux, plus rapides, comprenez bien que les États-Unis d'Amérique passeront à la trappe. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Guerre monétaire, les devises, le dollar reste quand même une devise. On ne va pas dire refuge, mais on le sait. Les Américains seront prêts à tout faire, je dis bien à tout faire, pour préserver et sauver le dollar. D'où la raison de cette vidéo avec Macron au G7, quand Macron, commence à dire à Joey, j'ai appelé les dirigeants des Émirats pour machin, etc., etc. Mais c'est pas son rôle à Macron. Je veux dire, cette région-là aujourd'hui, qui est l'interlocuteur privilégié de ces pays? C'est les États-Unis, c'est pas la France. Donc je peux vous dire qu'à mon avis, quand il a eu fini son petit speech devant les caméras, parce que, attendez, il le savait, hein, que la caméra était là, je pense qu'à mon avis, il a dû se prendre un petit savon quand même, à l'intérieur. Donc voilà, encore une fois de plus, ça poursuit un petit peu ce que l'on pouvait éventuellement théoriser, mais dont aujourd'hui, en effet, les éléments pris indépendamment des uns des autres ont leur spécificité et on fera toujours en sorte que la majorité des gens, que l'opinion ne fasse pas des liens de cause à effet par rapport à tous ces éléments pour à un moment donné entrevoir un schéma, entrevoir une stratégie claire, nette et précise. Et ça viendra. Ça viendra parce qu'il y a des décisions totalement incohérentes, il y a des choix politiques complètement incohérents, il y a des orientations extrêmement dangereuses, voire même complètement contradictoires. Donc, oui, vous êtes en train de vivre une crise économique majeure. Sauf que, au lieu de laisser les choses se faire, laisser des empires faire faillite, laisser des banques faire faillite, vous comprendrez que on ne veut pas que ça arrive. On ne veut pas que ça arrive parce qu'évidemment, c'est la théorie des dominos qui risque de s'appliquer. Et tout d'un coup, faire émerger aux yeux du plus grand nombre, aux yeux des peuples, la responsabilité de tous ces gens que nous avons élus pendant ces décennies, d'avoir laissé des acteurs extérieurs faire de leur structure, faire de leur présence, faire de leur section quelque chose de complètement systémique. Et là, évidemment, quand une banque, une société, un empire devient systémique, forcément, au lieu de la laisser couler et de reconstruire sur de bonnes bases, sur de bons piliers, eh bien on continue à laisser la pourrir la situation à vos frais. Autre information et non des moindres, comme vous le savez, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, il y a eu une commission dans laquelle il y a eu les questions-réponses concernant les effets secondaires, concernant les vaccins de la pandémie Covid-19. On a pu voir des extraits, je vous rappelle qu'il y a une vidéo qui a existé sur l'intégralité des débats pendant ces commissions. Malheureusement, le site officiel du Sénat a écourté la vidéo de certaines interventions et du fait de ce qui s'est dit dans cette commission, du fait de ce que certaines réponses ont été soit par aveu ou soit par imprécision, je rappelle que même Defrécy a admis devant les commissaires de cette commission que finalement
le vaccin n'était peut-être pas la solution, que c'est une solution temporaire pour protéger les plus faibles, mais qu'en réalité, aujourd'hui, on a suffisamment de recul pour se rendre compte que finalement, ce vaccin ne joue pas réellement son rôle. Sauf qu'évidemment, vu que certaines données, certaines informations, la transparence de ce qui se dit au niveau des commissions du Sénat, je rappelle que les commissions sénatoriales, d'une manière générale, sont filmées et diffusées publiquement, accès libre. Il semblerait qu'il y ait une volonté d'essayer d'amoindrir et de tuer la poule dans l'œuf. Et du coup, 900 intellectuels ont demandé, pour ne pas dire exigé, à ce que l'ensemble des données, l'ensemble des témoignages, l'ensemble des informations récoltées pendant cette commission soient publiées, soient accessibles. Car apparemment, certains aujourd'hui, au sein de la République, essaient de planquer tout ça sous le tapis. Et vous comprendrez pourquoi. Parce que maintenant que les législatives sont terminées, eh bien on commence à voir certains pions commencer à se positionner. On a entendu la rumeur comme quoi le pass sanitaire serait remis en place dès le 1er août. On commence à vous parler de la 4e dose, de la 5e dose, d'une reprise de la pandémie. En plus, sous-jacent, la fameuse variole du singe. Donc, on n'en a pas fini. Non seulement on n'en a pas fini, mais en plus de ça, on a entendu qu'apparemment, un certain nombre de vaccins déjà existants, déjà éprouvés, pourraient éventuellement être modifiés pour y intégrer l'ARN. Lorsque vous modifiez un produit déjà existant, je rappelle le principe de la plupart des Big Pharma. Ils mettent 10 ans ou 5 ou 10 ans à mettre en place ou à concevoir un produit. Je dis bien un produit. Produit étant un traitement. Médicaments, vaccins, traitements thérapeutiques, avec différentes méthodologies, on va dire. Une fois qu'ils ont l'homologation, ils le mettent sur le marché. Ils essaient de promouvoir ce produit. Avec le temps, ce produit peut avoir en effet, sur un ensemble global, avec des retours consistants de la part de médecins, de spécialistes, que finalement ce produit est efficace, pas très efficace, voire totalement inutile. Parce que malheureusement, il faut le savoir, je le rappelle, aujourd'hui encore, il y a certain nombre de produits, certain nombre de traitements qui ont passé tous les tests des protocoles existants, qui ont reçu les homologations des services de santé nationaux, voire internationaux, mais qui même encore aujourd'hui suscitent des précisions du fait de médecins qui constatent qu'il y a certains effets secondaires chez certains patients et qui nécessitent une étude, une analyse, un diagnostic, afin de réintégrer cette donnée auprès des laboratoires pour leur dire voilà, il se trouve que votre produit, ces 10 dernières années, a très bien marché, très efficace, mais nous avons des rapports qui mettent en évidence, qui mettent devant le fait accompli que sur certaines pathologies, que chez certains sujets, votre médicament a des effets secondaires plus ou moins importants. Et dans ce cas-là, c'est le rôle des laboratoires d'intégrer ces nouvelles données dans les fiches techniques par des mises à jour de l'usage de ces traitements, de l'usage de ces produits. C'est la logique de ce que j'appellerais l'univers médicinal, parce que rien n'est jamais parfait, rien n'est jamais abouti. Tout produit a toujours une évolution. Et c'est encore plus vrai dans le domaine de la médecine. Car je rappelle, la médecine n'est pas une science exacte. Elle n'est pas une science exacte tout simplement parce que nous sommes tous différents. Et que même si les protocoles font un usage sur une généralité, il y aura toujours des cas particuliers sur lesquels le traitement n'aura aucun effet, voire même pourrait déclencher quelque chose de dangereux. Et après, tout est une question de proportion. Il est évident que si vous avez un produit
si vous avez un traitement, un médicament, un vaccin, qui sur 1 milliard d'individus fonctionne, mais en revanche a provoqué la mort de 1000 personnes, a eu des effets secondaires sur 10 000, 20 000 ou 30 000 personnes, vous comprendrez qu'après tout est une question de proportion, c'est-à-dire que si le médicament est efficace au moins sur 1 million de personnes, on considère que la minorité de gens qui malheureusement sont des sujets particuliers d'effets secondaires ou de conséquences graves sur l'application de ces traitements, eh bien, cette proportion est acceptable. C'est le principe de ce gain qui est en règle générale utilisé dans le domaine médical. C'est le gain, pas le gain de fonction, mais c'est le facteur avantage et risque. Si les risques existent, mais sont minimes pour avoir un avantage sur un grand nombre d'individus, et bien dans ce cas-là, on peut considérer que le traitement est viable. Or, quand on développe un produit dans l'urgence, qu'on n'a pas accompli tous les protocoles, mais que dans l'urgence, on a accepté d'utiliser ce produit, et bien dans ce cas-là, on démultiplie les risques. On a volontairement démultiplié les risques. Comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, on a tout simplement accepté le facteur sacrificiel des plus faibles, des plus à risque par rapport à ces vaccins. Mais c'est pas fini. Parce que qui détient aujourd'hui ces traitements? Ce sont des laboratoires. Ces traitements, ce qu'on appelle plus vulgairement ces protocoles, ou ces pas cellules, mais c'est, je n'ai plus le terme en tête, ce sont des brevets. Qui dit brevet dit marché, qui dit marché dit vente, qui dit vente dit chiffre d'affaires. Sauf qu'à un moment donné, votre produit commence à se vulgariser, le prix commence à baisser, et ce n'est pas bon pour les affaires. Et donc, qu'est-ce que les laboratoires font en général? Eh bien, ils font exactement ce que l'on retrouve dans beaucoup de secteurs, où la rentabilité compte. C'est on prend le produit et on fait une mise à jour, on le modifie, on le modernise, on le perfectionne. Et c'est ainsi que certains médicaments à usage courant, eh bien, ne sont pas les mêmes que ceux que vous utilisiez il y a 10 ans, ou il y a 5 ans. Ça ne veut pas dire que ces produits n'existent plus, mais à force de lobby, à force de rapports, à force de séminaires, où on invite les spécialistes, qu'on convainc de promouvoir ce nouveau produit. C'est le nouveau produit à base de l'ancien. Mais l'ancien ne rapporte plus suffisamment, donc on va créer un nouveau produit. Et on va faire en sorte qu'une fois que le nouveau produit est sur le marché, une fois qu'il a toutes les autorisations, les homologations, et au bout de quelques années, qu'il commence à s'installer dans l'usage, eh bien l'ancien produit, on le fait disparaître. On le fait disparaître par tout simplement la raréfaction. C'est-à-dire qu'on continue à le fabriquer, mais il est plus difficile à trouver. Et du coup, ça force, ça pousse, ça oblige tout le système médical à adopter le nouveau produit. Le nouveau produit qui en réalité, je viens de retrouver le terme, c'est molécule, à quelques 2-3 molécules près, a en réalité rien de plus différent que l'ancien produit. Sauf que le nouveau produit, si l'ancien vous le vendiez peut-être à 50 centimes ou 60 centimes d'euros, le nouveau produit, lui, vous le vendez au moins à 80 ou 90 centimes d'euros. Alors qu'en réalité, c'est quasiment le même produit à quelques molécules près. Voilà comment le business de Big Pharma fonctionne. Sauf qu'il y a un moment donné, dans certains secteurs, on se trouve confronté à la modernisation. La modernisation qui permet, avec en plus la transmission dans les flux des populations. Je rappelle, cela fait à peine 2 siècles
que nous arrivons à circuler beaucoup plus loin, beaucoup plus massivement, et de ce fait, transporter avec nous aussi des virus. Des virus qui, par la suite, s'étendent dans d'autres parties du monde où ils n'existaient pas. Et à force de décennies, à force d'évolution, eh bien, l'immunité générale des individus s'est forgée. Si autrefois nous avions besoin pour voyager d'aller dans certains endroits avec un vaccin, avec un médicament, etc., parce que nous ne sommes pas véritablement exposés du fait de notre environnement à ces maladies, force est de constater qu'aujourd'hui la question qui se pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui on a réellement besoin de ces médicaments? On les prend, on les prescrit par sécurité, en plus de ça, étant donné qu'ils ont déjà fait leur... ils ont déjà prouvé leur efficacité, l'hydroxychloroquine par exemple, c'est juste une mesure de précaution. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas tomber malade, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas choper le virus, ça ne veut pas dire que vous risquez de choper le virus et de tomber malade. Parce que toujours, tout dépendra de votre pathologie. Encore une fois, si 100 personnes prennent un traitement contre la peste jaune, je ne sais pas, il y aura au moins 2, 3 ou 5 personnes sur les 100 qui, malheureusement, le traitement ne fonctionnera pas sur eux et attraperont la maladie et tomberont malades. C'est ainsi, ça fonctionne ainsi. Et donc, une fois que vous avez bien compris comment fonctionne un petit peu le business pharmaceutique, force est de constater que eux aussi, au même titre que beaucoup de secteurs, il arrive à un moment donné où lorsqu'il y a les réunions générales, des conseils d'administration, les réunions des actionnaires, on doit leur assurer, leur garantir que l'année prochaine, l'objectif est de faire 10% de plus que l'année précédente. Et force est de constater que vous êtes obligé de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour obtenir au moins l'objectif. Parce que vous comprenez bien que si vous avez une session d'actionnaires et que les actionnaires vous leur dites, bah écoutez, vu la conjoncture, vu la situation, vu la modernité, vu les technicités que nous avons pu mettre en place et développer, notre société aujourd'hui a une valeur assurée. Mais sur le plan commercial, vous comprendrez que on va peut-être pas faire autant de chiffre d'affaires que ce qu'on faisait ces 10 dernières années. Celui qui dit ça dans une grosse société, dans un gros empire, il est viré dans l'heure. Il est absolument interdit de dire que aux actionnaires, comprenez bien que là, il va falloir revoir un petit peu vos ambitions à la baisse. C'est une logique fondamentale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, le seul moyen de pouvoir assurer au moins l'objectif, objectif réaliste, hein, évidemment, on ne va pas demander 20% d'évolution de chiffre d'affaires quand on est dans une situation de crise et d'inflation. Là-dessus, il ne faut pas non plus prendre les actionnaires pour des abrutis. Donc, on va faire en sorte de changer les règles du jeu. Si avant il fallait 10 ans pour pouvoir développer un produit, eh bien on va faire du lobbying pour inciter les institutions à changer leurs règles, à modifier les règles du jeu. Et que pour certains types de produits, au lieu de mettre un test sur 10 ans, on va le mettre sur 5 ans. Au cas où il n'y ait pas une pandémie. Une pandémie où, comme nous l'avons tous vu, tous constaté, plusieurs laboratoires se sont mis en compétition à celui qui allait mettre au point le vaccin. Parce qu'évidemment, comme beaucoup de choses qu'on développe, chacun développe son outil, son concept, son produit. Sauf que il arrive un moment où on ne va pas pouvoir mettre sur le marché tous les différents produits. Il y a un moment donné où il va falloir standardiser. C'est un peu comme Highlander, souvenez-vous, il ne peut en rester qu'un. Souvenez-vous, c'est arrivé dans beaucoup de domaines. Regardez par exemple, pour ceux qui sont de ma génération, regardez la vidéo. Lorsque les magnétoscopes, les cassettes vidéo ont commencé à émerger sur le marché public, nous n'avions pas que de la VHS. Nous avions le Betamax,
nous avions le V2000. Sauf qu'à un moment donné, les distributeurs ont commencé à dire, écoutez, nous on veut bien, mais on ne peut pas se permettre d'acheter 5000 unités de produits VHS, 5000 unités de produits V2000, 5000 unités de produits Betamax. Donc démerdez-vous, mais nous ce qu'on veut c'est un standard. Et finalement c'est le VHS qui s'est imposé. Peut-être certains d'entre vous se souviendront que dans les années 80, il y en a beaucoup qui avaient acheté du Betamax et du V2000 qui ont quand même fait un petit peu la tronche. Néanmoins, ces autres produits ont continué à fonctionner parce qu'ils avaient plus ou moins leur qualité. Je pense au Betamax par exemple, qui avait ses qualités pour le domaine professionnel. Eh bien, ce principe, il s'applique à tout. Il s'applique aussi à la médecine. La médecine ne peut pas se permettre d'avoir une diversité de produits. Il arrive à un moment donné où, avec le temps, il y a un produit qui va émerger par rapport aux autres. Et forcément, va acquérir sa notoriété et va être le plus demandé par les organismes de santé, que ce soit les médecins, les spécialistes, les hôpitaux spécialisés, les hôpitaux de recherche, etc. D'où l'intérêt de faire tourner le business pour les autres laboratoires et essayer à un moment donné de supplanter l'autre, celui qui est en pole position. Aujourd'hui, concernant les vaccins, c'est évidemment Pfizer qui est en pole position, suivi par Moderna. Moderna qui, lui, est toujours en train d'essayer de chercher le meilleur vaccin qui soit, universel qu'il soit, voire même d'autres traitements qui permettraient de protéger les plus faibles qui ne pourraient éventuellement pas se faire vacciner. Donc la compétition, elle est toujours là. Sauf que, dans une compétition, pour aller plus vite que la musique, eh bien, il faut changer les règles. Et ça, les règles, force est de constater que, eh bien, elles ont été modifiées de long en large et en travers, avec évidemment d'autres intérêts sous-jacents. Intérêt sous-jacent, c'est de tester. Tester la résilience, tester la soumission, tester le consentement des peuples. Alors, évidemment, c'est assez subjectif dans le sens où, si on demandait son avis au peuple français, savoir est-ce que vous êtes pour le vaccin ou non, obligatoire, il est évident que tout le monde va dire non. Enfin, la grande majorité vont dire non. Donc, ce n'est pas ce consentement-là qu'on va chercher. On va chercher le consentement par la représentation nationale. Cette même représentation nationale dont nous venons de renouveler les sièges par l'élection législative. Sauf que force est de constater que lorsqu'on lit, on entend ce que l'on voit. Je ne suis pas très rassuré sur l'avenir de la démocratie française avec un tel Parlement. Donc, c'est valable pour les Big Pharma, c'est valable dans d'autres domaines également. C'est valable pour les armes aux États-Unis. Et c'est valable pour l'avortement. Force est de constater que pour ça, il faut un petit peu réfléchir et savoir mettre les pièces du puzzle en bonne place. Alors ce que je vous dis là, vous le croyez ou non, le fait est, c'est que si vous grattez un petit peu, si vous cherchez un petit peu, eh bien vous allez vous rendre compte que, fatalement, oui, il va y avoir de plus en plus de censure, il va y avoir de plus en plus de mensonges, il va y avoir de plus en plus de forcing pour changer les règles du jeu, et même quand certains outils démocratiques, institutionnels, fonctionnent pour aller chercher des vérités, pour dénoncer des mensonges, des fraudes, des malversations, des scandales, eh bien, à un moment donné, on va se rendre compte que va se mettre en branle tout un système pour essayer d'étouffer la chose. Même pire. Souvenez-vous qui était la présidente de la commission parlementaire pour l'affaire Benalla. Eh bien, elle vient d'être élue présidente de l'Assemblée nationale. Et enfin, je vais terminer cette vidéo avec une surprise. Le gouvernement écossais demande à ce que soit organisé un référendum consultatif. C'est-à-dire que c'est un référendum qui ne détermine pas, mais qui sera consultatif.
au mois de septembre pour savoir si les Écossais souhaitent l'indépendance ou non. Et là, évidemment, vous allez me dire, c'est bizarre, mais ils n'ont pas déjà fait un référendum Mais oui, bien sûr, ils ont fait un référendum sur l'indépendance de l'Écosse et qui a été non, hein, pas très massif, mais qui a été non. Mais qui a été non à l'époque où le Royaume-Uni était encore dans l'Union européenne. Souvenez-vous, quand le Brexit est tombé, un des royaumes qui a le plus contesté de façon véhémente la décision du peuple britannique, c'était l'Écosse. Et à juste titre. Tout simplement parce que l'Écosse est l'un des royaumes du Royaume-Uni qui a le plus bénéficié d'aide, de subventions de l'Union européenne. Et du coup, le Brexit étant acquis et désormais accompli, l'Écosse a énormément perdu d'avantages en provenance de l'Union européenne. Et du coup, là encore, dans une intention électoraliste, le gouverneur de l'État d'Écosse, ce que je rappelle, hein, que ce soit le Pays de Galles, l'Angleterre, etc., ils ont plus ou moins leur propre structure, on va dire, un peu comme aux États-Unis, si vous voulez, sauf que l'Écosse, c'est quand même l'Écosse, c'est pas n'importe quel... Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, lancer de nouveau un référendum sur l'indépendance. Mais là, c'est un référendum consultatif. C'est-à-dire que même si le résultat est positif à une intention de déclarer l'indépendance, ça ne lance en aucun cas un processus d'indépendance. C'est juste consultatif. C'est comme le référendum qui avait été fait pour la Constitution européenne en 2005, et que les Français ont dit non. Et ce n'était qu'un référendum consultatif. 2 ans plus tard, Sarkozy a changé 2,3 points et a appelé ça le traité de Lisbonne, et il l'a fait voter non plus par le peuple français par référendum, mais par le Congrès. Évidemment, quand on sait que les 2 tiers du Congrès est rempli d'européistes convaincus, ils ont tous signé. C'est pour revenir un petit peu au problème qu'un Parlement, s'il n'a pas un équilibre et une indépendance vis-à-vis des idéologies politiques, et qui plus est des lobbying mondialistes, eh bien la démocratie, elle est morte. Elle n'existe plus. Elle n'existe que sur le papier, que dans l'intention, que dans les idées, que dans les rêves, que dans l'utopisme de certains, mais dans la réalité de fait, elle ne fonctionne plus. Et donc, est-ce que nous allons avoir un référendum sur l'indépendance de l'Écosse au mois de septembre? Pas sûr. Pas sûr, tout simplement parce que même s'il y a un gouvernement en Écosse, le gouvernement est toujours assujetti à l'unité du royaume, et que le gouvernement de Londres peut très bien dire non, vous ne pouvez pas faire et vous ne devrez pas faire ce référendum. Ce qui est assez étrange, c'est que ça arrive au moment où la reine Elisabeth est en visite justement en Écosse. Reine Elisabeth qui aujourd'hui est en train de faire un petit peu des visites un peu à droite à gauche, mais tout le monde n'est pas dupe que c'est sans doute la dernière fois que la reine d'Angleterre ira voir ses sujets un petit peu dans le royaume, parce que quand même à l'âge de 96 ans, là on commence à réfléchir et se dire que il est venu le temps où demain on peut très bien apprendre qu'elle risque de passer l'arme à gauche. Donc voilà, une petite information quand même à suivre. À suivre pourquoi? Tout simplement parce qu'évidemment derrière il y en a qui sont très intéressés sur la chose. C'est l'Union européenne. Je rappelle, un des projets de l'Union européenne, c'est évidemment l'installation d'un gouvernement supranational. Mais un gouvernement supranational, non pas sur les États membres en tant qu'État souverain, mais sur du régionalisme. Je rappelle que l'Union européenne a échoué avec la Catalogne. Vous savez que la Catalogne était sur le point de donner son indépendance. Sauf que l'Union européenne
lorsqu'il y a eu le référendum, s'est rapproché des responsables indépendantistes en disant « Écoutez, nous ne voulons pas interférer dans les histoires nationales. Néanmoins, nous, ce que nous voudrions vous assurer, c'est que nous sommes derrière vous si vous restez dans l'Union européenne. » Sauf qu'évidemment, les responsables de Catalogne, ils ont dit « Non, non, attendez, non, si on veut notre indépendance, c'est aussi en partie pour sortir de votre machin, de votre truc. » Ni une ni deux, l'Union européenne a pris son téléphone, a appelé le gouvernement de Madrid et dit « Bon, écoutez, nous, on est neutre, mais ce qui serait bien, c'est que vous régliez le problème rapidement. » Sous-entendant, allez, circuler, il n'y a rien à voir. En revanche, qui pourrait tirer un excellent bénéfice de voir l'Écosse indépendante? Je pense que là, déjà, vous pouvez être certain que vous avez des acteurs qui sont en train de faire du lobbying, de la pression, de l'influence, pour que soit véritablement organisé ce référendum. Parce que c'est une opportunité de séparer l'Écosse du Royaume-Uni et de la réintégrer dans l'Union européenne. Ça sera la condition sine qua non. Souvenez-vous, déjà l'Alsace et la Lorraine, je crois qu'ils sont en test, reçoivent certaines directives directement de l'Union européenne, directement de la Commission européenne, sans passer par la case souveraine de l'État et du Parlement. Pourquoi croyez-vous que l'Union européenne a décrété la protection des langues régionales? Pourquoi croyez-vous que l'Union européenne est très motivée à défendre la culture et le patrimoine régional? Si ce n'est à un moment donné que la régionalisation, l'indépendantisme est un outil comme un autre pour la destruction des États-nations. Sur ce, je vous laisse méditer sur la question et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.